Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin. Bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man. Et comme dirait Sly, Sylvain Grenier, mon ancien partenaire. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à ça, sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Bravo. Bravo, Handsome. Je viens de manquer la fin, Marc. Comment ça, t'as manqué à la fin? Faudrait que je dise amnésie, mesdames, messieurs. Et voilà. Mais c'est parce que j'ai réécouté le podcast la semaine passée, puis je me souvenais pas que tu étais arrêté en plein milieu de ton intro puis faire la baboune. Ben, tu sais de quoi ne pas me parler pour me choquer. Là, je suis en feu aujourd'hui. Alors, Marc, sans plus tarder... C'est sûr que tu as eu le temps de le préparer, le feu. Je suis en feu de feu. Aujourd'hui, hey, écoute, t'as dit... Vas-y. J'allais dire épisode sur Eric Bischoff, mais on ne commencera pas avec ça. On va commencer avec un segment fort populaire auprès des auditeurs, les nouvelles à Blondin. Ça nous prendrait un effet sonore, là. Tu sais. Oui, il faudrait. D'ailleurs, je rencontre Pierre la semaine prochaine pour un nouveau... parce que ça, on est à l'épisode 155. Wow! Fait que si je te dis 156, ça te dit quoi? Je sais pas. 3 ans. Oh, bon, bravo. Bravo, Handsome. Bravo. Mais là, tu rencontres l'incroyable Pierre Gauthier. Pour T'as de faire la chance. Ouais, pour faire une nouvelle intro, là. Wow, parfait. Mais écoute, Marc, sans plus tarder, on y va avec les nouvelles à Blondin. De quoi tu veux nous parler? T'es-tu pressé? Je suis pas prêt. Toi, es-tu pressé? Moi, non. Mais les auditeurs, ils aiment ça quand les podcasts tournent autour d'1 heure. Je m'en fais parler. Quand on est à 1h30, là, il y en a qui trouvent ça long. Fait arrêtons de niaiser. C'est sûr que notre intro prend au moins 10 minutes à faire, mais ça, c'est une autre histoire. Marc, vas-y en rafale. Mathieu Turcotte. Connais-tu? Non, mais on le salue, sûrement à l'écoute. Il est à l'écoute. Ben, lui, il m'a dit, écoute, je ne sais pas comment te dire ça, là, mais dans l'entrevue avec Jean Brassard, tu as mentionné que tu n'avais jamais travaillé à 3 à la description. Puis là, j'ai fait comme, ouais. Tu sais, amnésique. Oui, amnésie, mesdames, messieurs. Mais c'est normal que je n'ai oublié un. Parce que oui, j'ai fait des trios. Le tourneur, moi et Rick Martel. Wow, ça devait être bon, ça. J'en ai fait un autre trio. Le tourneur, moi et Thor. Le fameux Thor. J'en ai fait un autre trio. Le tourneur, moi et le chauve, David Legault. Hey, t'es plus qu'amnésique, ça fait 3 que t'oublies. J'en ai fait un autre trio. Wow. Le tourneur, moi et Destro, le destructateur. J'en ai fait un autre trio. Wow. Guy Frenchy Martin et moi-même. My God. Puis moi, je disais à Jean Brassard, j'ai jamais fait ça, travailler à 3. Et c'est quoi le nom du podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui? Amnésie, mesdames, messieurs. Voilà. Wow, incroyable, hey boy. Ouais. Écoute, dans les nouvelles à Blondin,
j'ai mis une photo de PCO et moi parce qu'il parlait de la semaine passée dans les analystes colorés. On parlait de cette fameuse photo-là où il avait mis mon corps à place de sa tête, Ouais, mon ouais. corps d'athlète. Là. Sais-tu combien de fois, combien ça a touché le monde avec les réseaux sociaux? Combien? 98 582 personnes. Wow! Hey, il faudrait que c'est 98 200 combien? 282. 582. Hey, si toutes ces personnes-là achetaient un billet pour nous aider à aller à Rebellion à Vegas, là, on sera en business. Là. Mais Yannick Bérubé m'a envoyé 20 piastres. Jocelyn Brun m'a envoyé 20 piastres. Martin Grondin m'a envoyé 40 piastres pour 2 Oh! participations. Bon, on les salue Voici, tous, ils sont sûrement à l'écoute, là. c'est sûr, eux autres, là, le 20 avril, Ansem et moi, ça va rencontrer la nouvelle direction de TNA et on s'en va faire les voix pour Rebellion. C'est encore à Las Vegas. Oui. On vous donne l'opportunité, la chance de gagner 4 billets pour aller voir le Lightning de Tampa Bay dans la Oui. zone Molson X. Et vous gagnez, vous avez 4 billets, vous y allez à qui vous voulez. Là, Ansem le dit, je ne fais pas d'argent avec le podcast. Ansem ne fait pas. Mais là, on a besoin de vous autres. Là, il y Oui. en a trois sur 800 ou 1000 qui m'ont écrit pour acheter une participation. J'aimerais ça, qu'il y en ait une dizaine. Là. C'est Ben oui, ça serait possible? le fun. Ça nous Bon, aiderait. bon. Dans les autres nouvelles, Oui, vas-y. en passant, Mathieu Turcotte, celui qui a dit que j'étais amnésique, là, Oui. Il n'y a sa pas blonde, tard. sa blonde, il a acheté un livre pour mon livre pour sa fête. Et il Tu as était fait une, très content. tu as fait une dédicace. Est-ce qu'il y a encore le spécial qui vient avec Oui, la avec lanière? la lanière et les cartes. Oui. Wow! Puis à chaque semaine, écoute, à chaque semaine, il y en a un. Puis là, ça m'a fait rire parce qu'il y en a un, il était super gentil. Il faut que je prenne le temps de trouver son nom. Ben Fait que, oui. Parce que tu t'en rappelles pas. non, ben écoute, c'est parce que je reçois quelques-uns, hein, quelques messages par semaine. Mais lui, il dit, je vais acheter un livre. Je suis correct, pas de problème. Fait que je dis, c'est 20 piastres, puis t'as Les cartes, la les lanière, cartes, le toute tapis de la quête, tu sais. souris. Fait que lui, il me dit, ben là, ça n'a pas d'allure, je paye jamais un livre 20 piastres. Fait qu'il m'a envoyé, pas combien, mais il a rajouté un 10-15 piastres. Bon, mais écoute, c'est quasiment une participation au tirage. Ça. C'est super gentil. Ouais, je pourrais quasiment faire ça, mais j'aime mieux qu'ils l'entendent, qu'ils se disent, ouais, je vais y en envoyer un. Tout, là, je fais exprès. Je le trouve pas. C'est maudit Bon, hey, ça, cellulaire. c'est de la bonne radio. On n'est pas en radio, mais ça, Ah, là, bah, boy. c'est bon pour les auditeurs quand tu cherches comme ça. C'est ça, je le sais. As-tu d'autres nouvelles en vrac, là? Hey, en parlant de Hey, vrac, là, on salue Dubo en vrac. Notre ami oui, Marc Dubo Marc, est sûrement à l'écoute. lui, c'est sûr qu'il est à l'écoute aussi. Je ne sais pas ce qui est arrivé cette semaine. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. David jouant non plus. Au moment où on enregistre, en passant, David Jouan. David, le Casanova des pauvres. Non, le Don Juan des pauvres! Ben, Don Juan et Casanova, c'est la même affaire. Ouais, mais ça rime pas. David Jouan, Don Juan. Tu l'as pas compris, Marc. Ah, ouais. Et bye-bye! Mais sérieux, au moment où on enregistre, il voit son cardiologue. Bon, mais écoute, Fait que, on fait bien des farces sur David, mais on l'adore. On y envoie toutes les ondes positives possibles. Les auditeurs, faites la même chose. On t'en pensé, mon cher David. mais là, récemment, style dans les 2, 3 dernières semaines, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais on a eu 100 nouveaux membres dans le Soyez-y, mesdames, messieurs. On ne sait Wow! pas d'où ça te sort, puis c'est tout legit, là. C'est pas du monde qui veulent coucher avec moi, là, tu sais. Il y Fait en a que beaucoup de ça, j'imagine. j'en ai 15 par jour. Ah ouais, Fait que, ça marche, hein? mais ça me coûterait trop cher de Viagra, fait que j'ai dit, oh, oubliez ça. Effectivement. On Hey, salue Jazz! Ben oui, ton épouse, sûrement à l'écoute. Et Marc, il y a une chose qu'il ne faut jamais que tu oublies. Oui. Tu as très bien marié. Marié. Garde ça en Oui. tête. Ouais. YouTube, enfin, Oui. on a dépassé le 600 000 vues. J'ai Wow! envoyé ça cette semaine. Ben Ce oui, matin, on est à 600 200 vues sur la chaîne YouTube Marc Blondin. je tombais en bas de ma Et- chaise quand tu m'as envoyé ça. Bravo, Marc. Bravo.
Il reste 2 ou 3 tables VIP pour Simmania 4. Là, je suis en train de décider à savoir est-ce que je mets des chaises ou je rajoute des tables VIP. Ce qui est le fun, c'est que tu peux être 2, 4 ou 6 ou 8 à la table VIP parce que je peux réunir du monde ensemble. Comme là, j'ai un gars qui a acheté 4 places, puis il dit mets 4 gars de lutte là, à côté de nous autres. Fait que gênez-vous pas, écrivez-moi. Et je suis allé cette semaine visiter. Euh, et comment ça s'appelle? La destination. Sainte-Madeleine. Ben oui, c'est ça. Là, tu le dis, à Sainte-Madeleine. C'est là Tu que tu sais, voulais faire puis Simmania 5. on enregistre vendredi et puis je suis allé là jeudi. Donc hier, et Ouais. la journée la plus. Avant d'aller fumer un la- cigare ouais, au la journée Dreamcatcher. la plus frette du mois de février. Ouais. Écoute, dans un champ, écoute, lui et moi, puis l'autre gars qui était là, M. Cossette, on s'est gelé, là. Mais c'est vraiment la structure, le système de son, tout est là. Pas loin de Saint-Hyacinthe, pas loin de Sainte-Julie, puis tout ça. Oui. Fait que, mais probablement que ça ne sera pas Simmania 5. Ah non. Probablement que ça va être Simmania 6. OK, mais Simmania 5, on va faire ça où finalement? Probablement dans la région de Trois-Rivières. Oh, en Mauricie! Mhm. Eh là, on s'en va ailleurs, là. Ouais, je te donnerai des nouvelles la semaine prochaine. Parfait, parfait. À suivre. Pas mal ça. Fait que, écoute, ouais, j'ai pas mal fait le tour. Hey, il y avait du gros stock. Et là, sans plus tarder, on passe tout de suite au segment Le fait saillant de la semaine. Et en anglais, comme disent les Américains, de Fate Science. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. Handsome, le fait saillant de la semaine, ben, c'est plate, c'est des décès Ben oui. dans le monde de la lutte professionnelle. Ole Anderson, qui est décédé, moi, j'avais entendu son nom fréquemment dans le Ouais. temps que j'étais à la WCW. C'est une personne qui est assez, selon, je ne l'ai jamais rencontré de mémoire, OK. mais, Ben mais, là, on peut se fier à ça. Prends pas ça comme du cash, Marc. je pense presque certain qu'il vivait une aventure avec ma patronne du temps de la WCW, Sharon Cedello. Ah Alors, ouais. ouais, je ne sais pas ce qu'elle y trouvait, mais en tout cas, c'est là où j'ai eu le plus proche d'être de Ole Anderson. Et l'autre, ben, c'est sûr que je ferme mes yeux, là, puis c'est ça que je dis dans l'entrevue. Je ne me souviens pas avec qui, Ça, probablement c'est avec sûr. Burt. Oui, avec Burt. Je ferme mes yeux et j'entends la voix de Vincent, Virgil. Tu sais. Il y avait une voix spéciale du sud des États-Unis. C'était vraiment là, tu sais, dans mes années, là, avec le Million Dollar Man, Ted Ouais. DiBiase. C'est dommage parce qu'après, c'était vraiment comme négatif. On le voyait tout seul à une table, des photos, Ouais. le Lonely Virgil. Ouais, il avait l'air Là, misérable là, à sa table, là, puis il n'y a personne qui allait le voir dans les ouais, WrestleCon. Là. ouais. Ou ce que tout le monde compte, c'est qu'il jasait avec toi. Puis là, il veux-tu une photo? Mais il ne disait pas que c'était 20$. Là, Ouais, c'est ça. on entend Ouais, parler au bout. Fait que si tu veux bien, dans le fait saillant de la semaine, on va tout de suite écouter Bertrand Hébert qui nous relate un peu l'historique, la carrière de Mike Jones. Je pense que c'était ça, Mike ouais. Jones, mieux connu sous le nom de Virgile pour tout le monde. Alors, sans plus tarder, on écoute le professeur Bertrand Hébert. On retrouve et on est très heureux qu'il soit là. Bertrand Hébert dit le professeur sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Bertrand, que j'ai harcelé pour qu'il accepte un petit segment spécial, puisqu'on a perdu. Je ne sais pas. Écoute, Bertrand, j'avais automatiquement le goût de dire une autre vedette de lutte. Est-ce que c'était une vedette ou pas? Virgile. C'est un personnage légendaire. Bon, ça, c'est bien. Ça, j'aime ça. Écoute, il n'y a pas beaucoup de personnages à son niveau dans le monde de la lutte
que les gens vont s'en souvenir autant. Je veux dire, le Virgil avec le Million Dollar Man, je veux dire, c'est son épitaphe dans le monde de la lutte, c'est clair. Il a marqué une époque et il y avait un personnage, puis il était en 88 dans le plein milieu de la grosse rivalité avec Hogan, André, Macho Man, il était là. Donc, souvent, il a remplacé André dans des matchs en équipe avec DiBiase, des choses comme ça. Donc, il était au plein cœur de cette action-là en 88. Puis, bon, le Million Dollar Man, puis Virgil, il y a pas... Tout le monde se souvient de ça, même ceux qui regardent plus la lutte, ça fait longtemps. Là. Donc, Exact. de son vrai nom, Mike Jones, qui avait commencé sa carrière sous le nom de Soul Train Jones à Memphis, va faire ses débuts à la WWF. Là, il va travailler comme jobber, mais va finalement avoir là, ce rôle-là où il va être mis comme faire valoir, homme à tout faire. Certains diront même qu'il y avait un sous-entendu raciste de l'homme noir qui était le man-servant de Ted DiBiase. Force est d'avouer que la dynamique entre le boss riche puis les muscles tant qu'il est payé, ça fait le travail jusqu'à temps que, à force d'être humilié, ben, ils finissent par se retourner. C'est une histoire qui touche tout le monde. Ouais. C'est pas Stone Cold puis son boss, mais c'est un peu le même principe où tu as la dichotomie du patron versus l'employé, puis tu es tellement humilié par ton patron qu'à un moment, tu dis, là, c'est assez, j'ai bien beau, j'ai besoin d'argent, c'est assez. Et Virgil va remporter le championnat du Million Dollar Championship des mains de DiBiase. Va avoir même Roddy Piper comme cheerleader, si on peut appeler ça comme ça, dans cette rivalité-là. Donc, on lui a donné sa chance à bien des époques à ce moment-là pour qu'il aille plus loin, mais il s'est vraiment jamais démarqué par la suite une fois cette rivalité-là partie. Sa lutte était correcte. Par contre, dès qu'il n'était plus ce personnage-là de faire valoir qui essaie de se sortir de l'emprise de son méchant patron, il n'a jamais développé un nouveau personnage. Il ne s'est jamais réinventé, pour prendre un mot si cher au cœur des amateurs de lutte et des lutteurs, pour devenir un nouveau Virgil avec la WWE en babyface, puis aller plus loin là, que malheureusement le plateau où il est resté. Là. C'est une des fois où le personnage est plus fort que le lutteur et que le lutteur, sans ce personnage-là, il peut être de prendre son envol. Est-ce que c'est rare qu'on a vu ça? Parce qu'à y penser rapidement, Ben, quelqu'un, parce que tu dis, faudrait vas-y. faire plus de recherches pour trouver des cas similaires. Ouais. Mais c'est clair que c'est le personnage qui l'a fait. Puis après que ce personnage-là ait joué son arc ou son histoire, ben, lui, il n'a jamais réinventé de nouveaux personnages. Il n'a jamais eu une histoire qui a marqué autant ou qui a autant fait vibrer les gens. Puis à partir de là, malheureusement, sa lutte n'était pas non plus assez forte pour l'amener de par elle-même à un autre niveau. Puis c'est pas que c'était un mauvais lutteur en soi, mais il faut aussi penser que même s'il a eu sa chance, à la base, le nom, je sais pas si tu le sais, mais Virgil, ça vient du fait que Virgil, c'était le vrai nom de Dusty Rhodes. Ah, je ne Donc, savais pas, non. donc, Virgil Runnels, c'est le vrai nom de Dusty Rhodes et il était le booker de la compétition. Et là, ils ont pensé à appeler Virgil le serviteur. De là aussi, quand il va être à la WCW Ouais, avec l'époque de la NWO, on ça, va je le renverser sais. ça puis il va devenir Vincent pour Vincent Kennedy McMahon. Mm. D'ailleurs, ça va devenir presque un gag à la WCW, écoute, tant mieux pour lui, il a été là dans des bonnes années dans ce rôle-là d'arrière-plan, souvent avec les membres de la NWO moins en valeur. Il y avait tout le temps Vincent avec eux autres qui va devenir Vince. À un moment donné, même Vince Russo, quand il va arriver là, va rebaptiser Virgil Vincent en Shane pour Shane McMahon. Il va faire partie des West Texas Redneck avec le Barry Windham, Kurt Hennig. Là, il va devenir Curly Bill. Fait que, il devient un gag à l'intérieur d'un gag, à l'intérieur d'un gag. Donc,
qui devait amuser beaucoup les équipes créatrices d'un côté comme de l'autre. Il va même faire des apparitions dans les dernières années au début de All Elite Wrestling sous le nom de Soul Train Jones. Ah oui, Un ça, je peu ne savais pas non associé plus. avec Chris Jericho. Il va faire des vignettes puis des choses comme ça. Donc, il va avoir fait le tour. Écoutez, c'est un personnage qui a marqué tout le monde. Dans les dernières années, il était devenu un petit peu, là, suite à ses nombreuses apparitions dans les conventions, je veux dire, Virgil puis une convention de lutte, ça allait ensemble. Là. Il était quasiment toujours là. Et malheureusement, comme il était toujours là, puis encore là, puis toujours là, ça fait qu'à un moment donné, tout le monde y a parlé, tout le monde a pris un autographe, tout le monde a pris une photo. De là, cette image où il est seul devant Virgil Wrestling Superstar. Exactement. Donc, les fameux mimes Lonely Virgil. Bon, ça lui a redonné à la fin de sa carrière un petit boost, là, cette montée virale Internet. C'est ce qui a conduit à ses apparitions avec All Elite Wrestling. C'est malheureusement quelqu'un que quand on rencontrait qui était un petit peu, je dirais, bizarre dans un monde de gens qui sont pas toujours, qui est parfois bizarre. Ouais. Tu sais, qui est toujours en mode work, là. Il fait partie de ces lutteurs en convention qui disent Ah, you want a picture? Puis là, tu dis oui. Puis après ça, il veut te charger 20$ pour la picture parce que sur le coup, tu as pensé que c'était un cadeau parce qu'il essayait de mousser son kiosque ou il t'avait jasé un peu. Puis là, bon, c'est ça. Toujours en mode comment je fais pour faire de l'argent sur le dos des fans. Donc, ça y a donné un peu cette allure-là cette réputation-là. Avec les années, c'est devenu un peu endearing en anglais qu'ils disent. Là, c'était cute dans un sens parce qu'on le savait tout. Puis bon, il jouait ce rôle-là jusqu'à un certain point. Malheureusement, dans les dernières années, là, il y a eu un diagnostic de démence. Il a fait un cancer du côlon. Donc, il était en piteux état là, dans les 2 ou 3 dernières années. Et donc, malheureusement, là, il est décédé le 28 février dernier. Mais c'est sûr que son personnage de Virgil, d'ailleurs, on l'avait ramené quand Ted DiBiase Jr. était arrivé, puis il avait été lui aussi champion du million de dollars. Il avait été là quelque temps avec DiBiase Jr. C'est sûrement son dernier passage à la WWE, là, temps plein. Donc, c'est un personnage qui a marqué. Malheureusement, l'acteur derrière ça, Mike Jones, n'a jamais, lui, pu dépasser ce personnage-là pour aller plus loin. Donc, il est malheureusement le typecast, mais je veux dire, moi, personnellement, je pense à Ted DiBiase puis au million de dollars puis au championship, puis à cette époque-là, je les vois ensemble. C'est une image qui est iconique de la WWE. J'oserais dire que ces deux-là ensemble en photo, à cette époque-là, avec DiBiase avec la pile de cash dans les mains, Virgil là, qui est emmanché les bras, puis c'était un gros bonhomme quand même. C'est iconique, ça va dans le hall d'entrée à Titan Tower, ça va dans le hall des héros à NXT. C'est une photo qui vaut 1 million de dollars. Tiens. Oh! Puis, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais ce Mike Jones n'aurait possiblement pas percé donc, Dans son personnage. sans son personnage. Donc, c'est sûr qu'il l'a étiré le plus possible. Puis, mais tu sais, c'est ça. Là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était là à ton époque. Ben oui, avec qui tu as interagi à un moment donné ou à un autre au forum ou ailleurs. Oui, ben, tu sais, lors des main events puis tout ça, dans cette période-là, on faisait souvent ben, c'est ça, je voulais te dire tantôt. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé faire un petit peu des jokes puis tout. On se regardait, on faisait des jokes, mais j'avais l'impression que mon feeling était que c'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Pour utiliser une expression qui n'est pas très gentille, là. Mais il y a aussi tout ce qu'il y avait autour de lui. J'ai l'impression que le monde
riait de lui un peu. Ou, c'est les images que j'ai, là, tu sais. Ouais, ben, dans les dernières années, ou encore plus, mais à cette époque-là, le Ted DiBiase va vivre la gimmick. Il y a un budget pour vivre la gimmick du Ben Million oui, Dollar Man. ben Donc, oui. il faut que Virgil vive cette gimmick-là avec lui, là, de transporter les valises, puis de montrer au monde que leur relation puis les personnages sont vrais. Donc, c'est sûr que ça lui impose par conséquent aussi une certaine réserve. Quelqu'un qui était affable, puis quelqu'un qui avait pas peur de te parler. Je me souviens d'une convention où le matin, il cherchait à se connecter à l'ordinateur de l'hôtel. Puis il nous avait demandé de l'aide, puis bon, il était bien fin. Pas nécessairement, effectivement, là, l'expression bien chez nous, pogo plus dégelé de la boîte. Par contre, pas nécessairement quelqu'un là, quelqu'un qui était quand même ouvert dans les dernières années, mais à cette époque-là, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était par peur de perdre son travail, par peur de se faire montrer des remontrances, parce qu'il n'avait pas été kayfabe, qui devait être très, très réservé, puis qui devait être toujours en train de checker pour voir s'il faisait la bonne affaire devant les bonnes personnes. C'est sûr que je me ferme les yeux, puis j'entends sa voix. Uh-huh. Il serait de l'autre côté de la porte, puis il parlerait, puis je dirais, hey, c'est Virgile. C'est bizarre, parce que c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Donc, le son de sa voix, c'est sûrement suite à des échanges avec lui, parce que. Et c'est là, ça m'amène à te demander, tu sais, les équipes, comme les Rougeaux, puis tout ça, ça voyage ensemble, ça prend le même char, je me demande c'était quoi la chimie entre DiBiase et Jones, si, tu sais, ils voyagent ensemble, comment que. Ben, ils ont connu d'excellentes années, hein? Puis comme je te l'ai dit, hein, c'est une image qui est iconique, les deux ensemble à la WWE. Malheureusement, dans les dernières années, lui et DiBiase ont eu une relation assez rocailleuse parce que il y a été une époque où Virgil, pour s'assurer d'être booké ou d'être confirmé pour une convention, disait qu'il était pour être là avec Ted DiBiase, mais il Ah, n'était jamais réglé d'avance. Donc, ça a mis DiBiase dans l'eau chaude avec des promoteurs à certains moments. Donc, ils ont eu une relation rocailleuse à ce moment-là. Mais à l'époque où ils sont ensemble, comme je te dis, ils ont un budget pour être les millions de dollars ensemble. Ils vont voyager avec André. DiBiase en parle dans son livre. Donc, ils vont sûrement être très, très proches durant cette période-là, au même titre qu'une équipe. Par contre, c'est une relation bizarre parce qu'ils vont jouer leurs personnages à l'hôtel, dans c'est les ça. avions, les C'est ça. aéroports. Donc, ça implique que Virgil est toujours en arrière, porte les valises. Donc, c'est pas nécessairement évident non plus à jouer ce rôle de serviteur-là, qui est un vrai rôle, mais pas un vrai rôle. Donc, c'est une relation assez bizarre qui, malheureusement, a été rocailleuse dans les dernières années. En fait, j'ai pas encore vu le si DiBiase s'est prononcé là, depuis le décès de Virgil, mais c'est clairement une des images les plus iconiques de l'histoire de la WWE. Ces deux-là ensemble ou ces deux-là avec André en arrière d'eux. J'ai vu DiBiase sera au Québec Bientôt, oui, j'ai vu ça, oui. du côté de Hull, Gatineau-Hull, je ne sais plus comment l'appeler, cette ville-là. C'est Gatineau, hein? Je pense que oui, je pense que Hull, c'est fini. Bertrand, un gros merci d'avoir accepté rapidement d'être là pour parler de Virgile, un autre compère de cette période-là. Que veux-tu? On vieillit tous. Et la vie est une longue maladie dont on n'échappe jamais. C'est certain. Merci, passe une belle journée. I'm a Jim Cornette Jim guy. Cornette guy. C'est bon. Attention à toi, mon Bert. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. On est de retour au podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Mais là, les auditeurs, Marc, se posent la question, toi, on sait que tu aimes son podcast 83 Weeks. Quelle est ta relation avec Eric Bischoff? En as-tu déjà eu une? As-tu déjà pris un verre avec? Comment tu étais perçu à l'époque de WCW avec Eric Bischoff?
moi, je cherche des mots. Côtoyer, non. Croiser, oui. Eric Bischoff à WCW et à TNA. OK? Parce que j'étais là dans ces deux époques-là. Et écoute, le seul souvenir que j'ai de le voir me regarder à la WCW, c'est quand on était la WCW, les stars ou les amis du système, là, c'est comme s'il y avait 47 vestiaires. Ouais, Tu ouais. sais, tu essayais d'aller. Tu sais, avant, tu en vas dans un vestiaire, ils sont tous là, tu dis, peux-tu une entrevue? Puis, mais à WCW, le Stardom était assez spécial. Et on était avec Piper et Rick Martel. Rick nous avait amené voir Piper pour prendre une photo, le tourneur, Thor, moi. Et on était à côté des bureaux de Bischoff. Puis Bischoff passe. Puis là, il voit plein de monde à côté avec Piper. Puis il nous regarde, mais comme Who the fuck are you? Tu sais? Ouais, tu l'as Fait déjà que, compté, ça, qu'il n'y avait ouais, aucune idée c'est de ça. qui, il ne savait pas pantoute. Non, puis on parle pas de ton, là, hein, c'est sûr. Mais bon, Tu dis, ben, t'as dit, on n'a aucune idée t'as qui. Ah, hey, bon bah, boy. boy. Hey, parlant de ça, tu m'as envoyé cette semaine, je ne sais pas si tu l'as publié sur tes médias sociaux, le bout de 83 Weeks quand il parle de Canal+, Oui, où vous faisiez... on va le mettre justement, tu me le dis, là, tiens, on va le mettre tout de suite. On va le mettre entre nos deux invités. Qu'est-ce Oui, que il t'en faudrait penses? parce que c'est intéressant Ouais, qu'il en parle. Puis, petite anecdote, quand tu m'as envoyé ça, cette entrevue-là, j'ai dit, ouais, ben, ouais. voyons donc, Marc a réussi à avoir Eric Bischoff sur le podcast, mais non. Mais c'était quand même Mais, très intéressant. C'est un segment qui parle de sa percée. Il a tassé WWF de Canal+ ben, pour WCW. C'était gros, là. ouais, c'est pas lui, là, c'est Sharon Cedello, justement, qui a Oui, fait mais ça, on. là, Oui, mais oui, mais ouais. on. Puis, le temps que tu dis ça, je vais prendre 2 minutes pour lire les messages que j'ai envoyés à Rick Bischoff pour l'avoir en invité. Je dis, Hello, Mr. Bischoff. My name is Mark. I was your French commentator for WCW from 1997 to the end. I have a French podcast, 153 episodes for Quebec and European and other countries like Africans! our Yes! next topic will be on your career, so I'm taking a chance to see if you could be my guest for a 15-minute Zoom. I've been in the business for 38 years, WWF, WCW, TNA, and I am actually the French commentator for TNA. Have a nice day. Pas de réponse. Fait que là, j'ai commencé à relire son livre Grateful, parce que je me souviens pas de la première fois que je l'ai lu. Et comme on en parlait, fait que au début, il parle d'un gars qui a écrit sur Twitter, puis il a dit, j'aimerais ça que tu viennes à mon show à Albuquerque, une affaire de même au Nouveau-Mexique. Puis il dit, le gars, il était persévérant. Puis fait que j'ai fait, oh, m'a utilisé ça. La Là, j'ai persévérance. écrit le 22 février, le premier message que je vous ai lu, et le 6 mars, non, pas vrai, mardi, là, ils me disent l'heure, mardi, c'était le 25, autour de ça. As in your book that I am rereading for a second time to prepare for my French podcast on Easy-E, I try, I hustle, I am passionate, parce qu'il disait ça dans le livre. OK. And I am your ex-employee of Canal Plus and Canadian French announcer. Would be great to have a 10 minutes. Toi, je suis parti de 15 dans le premier message, descendu à 10. On appelle ça l'intelligence. To have a 10-minute interview, let me know, take care. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Rien! Exactement. Fait que c'est Écoute, ça. au moins, tu l'as essayé, Marc. Ben oui, j'ai essayé. T'avais rien à perdre. Je te dis félicitations. Ça aurait été vraiment fou. Puis Mais pour résumer ce que je pense de Eric Bischoff, moi, c'est plus positif que négatif, parce que je trouve que sa vie, j'ai lu 4 livres qui ont rapport à lui, 2 livres sur Nitro et WCW, dont un que Benoît Bornet, un de nos invités aujourd'hui, m'a envoyé en cadeau, et les 2 Controversy Creates Cash et celui que je vous montre, Grateful,
Et j'aime l'entendre. J'aime, il n'y a pas de filtre. Ouais. Moi, c'est plus positif que négatif. On verra ce que toi t'en penses. Mais choisis notre invité positif ou notre invité négatif. Mais écoute, un positif annule un négatif. Donc, moi, je suggère qu'on écoute dos à dos, ou comme tu dirais en anglais, back to back ou back à back. Nous sommes Les deux. dos. Nous sommes dos. We are We back. are back. Nos deux invités, Benoît Bornet et Lucien Franqueur. Non, David Franqueur, dont tu oublies le prénom. Alors, on les écoute sans plus tarder. On revient à la suite. Là, je le sais, ceux qui nous regardent sur YouTube sont déçus. Ils voient notre ami Benoît avec un chandail des Oilers. C'est pas pour ça qu'ils sont déçus. C'est parce qu'ils se souviennent de t'avoir vu en robe de chambre sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Ah, et c'était un des moments les plus incroyables des 3 dernières années. Bon, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, en demande spéciale, je vais mettre ma robe de chambre. Faut que je te compte 2 affaires. D'abord, j'ai pensé à toi cette semaine parce qu'au 91.9 Sport, ils ont parlé du Rempe, là, le nouveau gars des Rangers qui se bat. Là. Je pense que c'est Rempe, son nom, je ne suis pas sûr. Et ils ont invité André Roy. Et ils ont dit, André, maintenant, nous, on est avec des caméras. Fait que juste pour que tu le saches demain matin, puis comme de raison, André Roy, c'était un clown, puis tout ça. Il est arrivé en robe de chambre, il sait tous mes cheveux tout croche, puis j'ai pensé à toi. Fait que, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et pour fermer l'anecdote, quand j'ai animé au 98.5 une compétition poche, il y a quelques semaines, le week-end du Super Bowl, André Roy m'a dit, toi, tu es une légende. J'ai fait comme, tabarnak, OK. Je viens de sacrer, moi, là. Ben, je vais pouvoir aller aux antipodes. Benoît, t'es-tu calme? Oui, toujours. Oui. Tu vas nous parler en mal. On se prépare tout là-dessus. De Eric Bischoff. Après toi, il y a David Franqueur qui, lui, voit le côté positif de Eric Bischoff. Et bien sûr, on a l'historique qui va terminer l'épisode qui est fait par le professeur Bertrand Hébert. Fait que, vas-y. Bon. Ben écoute, Bischoff, c'est comme Hogan. On peut y donner ce qui lui revient. C'est vrai. Il est parti, là, il travaillait pas pour la AWA là, comme tel. Il travaillait dans les ventes. Là. Il travaillait pour eux autres. Son affaire de Ninja Warrior. Là, il se faufile. Il devient troisième annonceur d'un coulisses. Là, Lee Marshall ne peut pas se présenter. Ah, ça prend un annonceur à la télé. Go, Eric, on va te donner un essai. Wow, tout va bien, tout est cool, tout est extraordinaire. Entrevue avec la E, ça ne marche pas. Là, une entrevue avec la WCW, ça marche. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, annonceur. Je donne. Il a passé de petit nowhere. Il s'est ramassé pour qu'il y a du monde qui travaillait pour lui, qui a travaillé pour eux autres. Ben, bravo dans ce temps-là. Bravo. Oh oui. Ça, c'est entre 91 et 93. Quand Bill Watt s'est fait sortir de son poste à WCW, là, on avait le choix entre Jim Ross ou Bischoff. On a pris Bischoff, puis Jim Ross était avec la E, on connaît l'histoire. Encore une fois, Bischoff, on va lui donner ça. Lui, il a tout analysé les erreurs de ses prédécesseurs, il a pris des notes, puis c'est lui qui a instauré, il a dit, bon, ben, regarde, les house shows, là, on met ça dehors. Ça c'est toutes les bonnes affaires. Ça coûtait trop cher, tu avais quoi, 100 personnes dans l'assistance. Fait que lui, il a dit, on va envoyer ça à Universal Studios. Puis, chapeau, c'était correct. Puis là, par la suite, Hogan qui est arrivé, Macho Man est arrivé, tous les ex-WF sont arrivés. Puis là, finalement, hey, ça prend quelque chose pour être meilleur que Vince. Il a bypassé la tête de tout le monde pour le voir Turner, là. C'est comme si moi, je bypasserais la tête de tout le monde pour le voir le général, là. Ouf! Tu sais, lui, il l'a fait. Puis il a réussi à avoir son Monday Nitro. Et voilà. Ça, c'est les bons côtés de Bischoff qu'on peut lui donner. Il a osé, il est ambitieux, il avait du guts. Ça, c'est ses bons côtés, mais malheureusement, les mauvais côtés, il y en a. Attends un peu, là. Attends un peu. Ça fait 15 minutes tu nous parles des bons côtés, là. Et puis, mais c'est pas Turner qui a demandé à Bischoff, tu vas aller head-to-head le lundi? Non.
c'est ce que Bischoff déclare, c'est qu'il a toujours dit il y avait un meeting, puis Turner, il a dit c'est quoi il faudrait qu'on fasse pour être aussi bon que la E. Puis Bischoff, il dit eux autres sont pas prime time, eux autres, il faut qu'on soit prime time. C'est là que Turner a fait Scott, give prime time show to WCW the Monday night. En tout cas, c'est la version Bischoff, là. Ça ressemble un peu à ce que je dis. Là. Lui, il voulait avoir du prime time, puis ils l'ont mis le lundi. Mais Ouais. OK. Fait que dans le fond, tu n'as rien de négatif à dire. C'est juste du. T'as peu. Ça, c'est le bon côté. Comment tu dis ça? T'as peu? J'ai dit t'as peu. Ça, c'est le bon côté. OK. Le négatif, malheureusement, on est obligé de le dire, c'est que Bischoff, c'était beaucoup, bon, premièrement, copié à WF, qui a créé une alternative. Mais le fait que Bischoff, malheureusement, c'est un gars qui. Ah, si t'es une petite vedette à 100 000, il ne te parlera pas, mais si t'es une grosse vedette qui vaut des millions comme Hall, Nash, Macho, wow, là, il va te parler. Très, très mauvais boss là-dessus. Ses employés le disaient que, oui, pour certains, là, Bischoff, là, il est hot. Mais pour beaucoup d'employés, c'était un arrogant, puis c'était un frais, puis c'était, hey, c'est moi le boss, puis. Ouais. Mais malheureusement, c'est une façade parce qu'on sait tout ce qui s'est passé. On sait que Bischoff, c'était la marionnette Hulk Hogan. On sait que Starrcade 97, pas son œuvre, là, mais c'est lui qui a scrappé ça, là, influencé par Hogan, là, qui tirait mal les ficelles. Il n'a jamais été capable de se renouveler, il n'a jamais été capable de faire d'autres choses. Puis là, encore une fois, c'est pas de sa faute. Non. C'est le standard and practice de Turner qui faisait en sorte que même si j'avais voulu faire une air attitude, je pouvais pas. Encore une fois, c'est la faute des autres. Ben moi, je pense qu'il avait raison. Tu sais, dans un sens. Puis, je m'excuse, mais là, c'est bien beau de dire qu'il faut t'envoyer le scénario de ton show une couple de temps avant, là. Mais en quoi ça t'empêche de créer des nouvelles vedettes? En quoi ça t'empêche de monter le backbone de la compagnie, là, les Eddie Guerrero, Chris Benoit, Dean Malenko, Jericho? En quoi ça t'empêche de créer d'autres choses au lieu... On ne sait pas quoi faire, on va faire un match Goldberg contre Jerry Flynn. Bon, mais Eric, c'est parce que ça fait 3 fois qu'on le louait cette semaine. Pas grave, on le refait. Fait que, tu sais, moi, Bischoff, là, c'est. Puis juste le fait que c'est jamais sa faute, toujours la faute des autres, là. Puis aujourd'hui, qui critique All Elite à tour de bras, là, c'est comme, hey, regarde-toi dans un miroir. Comment se fait que tu sais qu'il critique All Elite? Je le louais régulièrement sur les posts Facebook, les Luttes Québec et compagnie. Puis Bischoff, peut-être pas son podcast, mais régulièrement, Bischoff jouait des posts Facebook. Oui. C'est ce que j'aime de lui, c'est il n'y a pas de gris. C'est blanc ou c'est noir. Le gars du Dirt Sheet, là, Metzer, il se fait planter. Et je pense avec raison. Notre chum Laprade, lui, c'est le contraire. Là. Metzer, il en rêve. Mais quand il aime. Là. Mais il explique pourquoi il n'aime pas. T'sais, il explique. Fait que toi, j'ai l'impression que tu écoutes son côté arrogant puis qu'il batch, mais tu n'écoutes pas les raisons pour lesquelles il dit ça. Non. Ben écoute, il a raison dans un sens, mais c'est comme. C'est toi qui va te permettre de critiquer puis de juger, mais c'est comme, hey Eric, c'est son rôle. C'est son rôle. Il est payé pour ça. Ça a beau être son rôle, mais même à ça, c'est comme. C'est peut-être que je ne l'avais pas vu de même. Mais moi, Bischoff qui critique All Elite, il a le droit, là. Il a le droit de critiquer All Elite, mais c'est comme, OK, tu critiques All Elite pour telle raison, mais toi, quand tu étais à la place de Tony Khan, qu'est-ce que tu faisais? C'est juste ce petit côté-là, mais... Oui, mais un jour, Benoît, il faut que tu vives dans le moment présent. Tu profites du moment présent. Et puis, OK, si... je sais que tu m'as envoyé le livre en cadeau de Noël, je l'ai bien aimé, mais t'as-tu lu les autres? T'as-tu lu, lui? Il y a juste lui que je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le commander. Là, lui, là, honnêtement, à cause de David Franqueur qui passe tout de suite après toi et qui va nous amener le côté positif, je l'ai relu. Et tout le côté noir là, de la période de Hulk Hogan qui il allait vraiment pas bien, il a déménagé, il est allé chez eux pour le supporter puis tout le kit. Là, moi, je pense que oui, c'est un arrogant, c'est un baveux,
Ça, je me retrouve. Le côté baveux, je le vois un peu en moi. Mais je pense que c'est un gars avec qui j'aimerais. Il ne m'a pas répondu. Là, je l'ai lu au début, dans le podcast, j'ai lu mes 2 demandes que j'ai envoyées sur Twitter, sur X, puis il n'a pas répondu. Mais c'est un gars que j'adore. Moi, j'adorerais prendre une bière avec lui puis jaser, là, tu sais. Puis j'aime, c'est mon podcast préféré, 83 Weeks, parce que il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Puis des fois, il se pogne d'aplomb avec ses animateurs, mais il y a des convictions. Puis ça, j'aime ça. J'aime mieux ça que des, comment tu appelles ça, là, des chenilles, là, quelqu'un qui... Ouais. Mais garde, moi, quand je travaillais pour lui, il ne me parlait pas, puis j'ai jamais eu de contact avec, puis tout ça. Oui, tu as raison. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je paierais une coupe de 100$ pour passer un peu de temps avec lui et jaser de lutte. Ben, si je compare les 2 rencontres que j'ai eues avec lui en 2010 puis en 2016 au Comic-Con à Hamilton, je t'avoue que c'était le jour et la nuit. En 2010, c'était comme dans Who Are You? En 2016, c'était salut, puis la belle photo, puis tout le kit. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu as pris une photo avec Eric Bischoff? Oui, regarde, je pourrais même l'envoyer à David. Tabarouette! Je pourrais l'envoyer à David Jouan et David Jouan pourrait la faire passer pendant notre entrevue juste de même. Le gars qui bâche, mais qui paye pour une photo. Ah, ben, mais... peut bien porter un chandail des Oilers. Ah, ben, je peux être un petit peu, moi aussi, escrocrive des fois, tu sais. Il n'y a pas juste moi qui fais ça, là. Bitcher quelqu'un, puis après ça, il se fait prendre en photo avec, là. Tu viens de perdre la crédibilité, là. Ben là. Mais Marc, tu ne me verras jamais avec une photo. Avec Hogan, c'est une photo. Ça, je peux te le garantir. OK. David, tu vas mettre une photo de Benoît avec Hulk Hogan. Fais ça, s'il te plaît, pour moi. J'espère. J'aimerais ça qu'il fasse de quoi de montage juste pour rire. On n'arrête pas dans ta barouette. Écoute, je sais, quand Hogan, on en a parlé, puis je sais comment ce que t'es, puis tu sais, t'es un passionné. J'aime ça. Tu sais, souvent, notre gang là, qui aime la lutte, là, on est passionné. On aime ou on n'aime pas. Puis, tu sais, ça revient. L'autre fois, j'étais avec ma femme et mon beau-père pour parler de musique. C'est sûr qu'on ne peut pas tout le monde aimer la même affaire. Ça serait du plate. Mais c'est le fun. C'est des entrevues comme ça. Tout, je trouve ça vraiment cool. Fait que, effectivement. Ben, merci à notre ami Benoît Bornet, live de Edmonton, Canada. Fait que, attention à toi. Et au plaisir, tu t'en viens un régulier. The check is in the mail. Yes, sir. Salut, Benoît. Toujours un plaisir. Let's talk about the French television network, Canal Plus. At the very beginning. Canal Plus. There you go. If you say Canal Plus over there, they get all fucked up and upside down. It's Canal Plus. Oh, I learned something new today. So you negotiate a 3-year deal with them, and it's pretty significant because the deal is for Nitro to replace the WWF programming that's been on that station for a decade. Alors, vous avez signé un contrat de 3 ans et c'est quand même très significatif parce que c'était pour Nitro et vous avez comme tassé WWF qui était là depuis des décennies ou une décennie. And the deal's worth 7 figures, so it is significant financially. But going back to the way you sort of started this show, the perception of WCW sort of taking their programming and doing so in France, that's a big deal because it's not like WCW had this really strong foothold over there. The WWF had always had that international distribution, or at least a leg up on WCW. Pretty big deal here, is it not? Alors, c'est une grosse affaire parce que la WCW n'était pas vraiment internationale. C'était plus la WWF qui l'était. Et en plus, c'était dans les 7 chiffres. Alors, toute une entente qui était signée avec Canal+. It's a very big deal, and I think you understated just now how much of a leg up. I mean, WCW was not virtually, might as well have been non-existent in the international marketplace.
c'est sûr que c'est une grosse affaire parce qu'on peut se le dire, WCW était absent, là, c'était zéro, peu connu sur le côté international. Our international television sales, and it wasn't the fault of the people doing it. I don't want to, cast aspersions to the people that were trying hard to get a foothold for WCW. Keep in mind, our product sucked from 91 probably all the way up to late 95. Il dit de 91 à 95, our product sucked. Alors, notre produit, c'était de la grosse merde. Et je ne veux pas bâcher ceux qui s'occupaient de développer l'international, mais on n'était pas là. Our product just wasn't up to par. The production values were pretty bad. Go back and look at some WCW content from 92, 91, 92, 93, even early 94. It just wasn't there compared to WWF. C'est sûr que notre produit, avant l'arrivée de Nitro, là, la production, tout ça, on n'était pas là. Si on se compare avec WWF, oublie ça, on n'est pas dans la même ligue. So when people internationally, they weren't hardcore wrestling fans. They didn't read the dirt sheets. They didn't really care what the ratings were. Well, they did. That's not true. But they just weren't as intimate with the wrestling business as the fans were, obviously. So when they looked at, okay, well, here's one product here, here's another product here, let's compare them. Well, you go back to 91, 92, 93, 94, and you look at the WCW product, you compare it to the WWF product, no one's going to buy WCW. Tu sais, si tu regardes les années, le début des années 90, les gens voulaient comparer. Il n'y a pas de comparaison à faire. Là. À ce moment-là, WCW, comme j'ai dit, là, c'était pas dans la même ligue. No one. They didn't compare. So by the time we got to where we were in 96, all of a sudden, our shows not only looked better, but our crowds were more invested in the show. Not to go too far off track here, but early on, and I don't know if this is true or not, by the way, what I'm about to say, somewhere along the line, early in the 90s, someone told me or I read that Elvis Presley had a quote that, the most important part of any show is out in the audience. And whether he actually said that or not, it's always stuck in my head, especially as it relates to producing live event-based entertainment. Meaning that if the crowd isn't passionate, if they're not into it, if they're not totally invested in what's going on in the ring, on the main stage, then there's no way you can expect the audience at home to be either. Alors, il nous parle de quelque chose qu'il a lu ou entendu, alors qu'Elvis Presley aurait dit à un moment donné, ce qui est important, c'est d'aller chercher la passion de ton public. Il dit que si ton public live à un événement de lutte et n'est pas passionné, trippe pas, ben comment tu veux que les gens à la maison trippent? Et justement, quand que Nitro est arrivé, ça a changé l'image, tout a changé du côté de la WCW. Which is why, again, it goes back to, maybe sometimes smaller venues are better than bigger venues, because the bigger venues, even if you fill them up, the bigger venues, just the energy in that audience dissipates. They're far enough away from the ring that you don't sense their passion. And one of the things that I think distinguished our show in 96 and 97, especially even early 98, is that when you looked at them side by side, the passion and the engagement of our audience was significantly more powerful than what you would see in WWE. So it was closing the deal with Canal Plus. Alors, il dit, justement, parlant de cette passion-là, 95, 96, 97, peut-être même 98, mais surtout à partir de 96, si tu compares WCW, WWF, la passion du public qui est dans l'aréna, on était sur le top, on était au-dessus. Was important to me. No, my ego dug it. Anytime I could, kick a leg out from underneath them and drop them, in a business transaction, that was always kind of fun for me on a personal level. But on a business level, all of a sudden, we're going from
almost non-existent in the international marketplace to doing TV deals with some of the biggest, distributors in Europe. And that was not only, the 7-figure deal for television, which was great, because again, that's found money. They're taking the same show that we'd already produced for our live broadcast, and we're repackaging it and shipping it out the door for 7 figures a year with very, very minimal cost. J'aime ça quand il dit minimal cost, parce que ça, c'était nos salaires, le tourneur et moi-même, et on était très bien payés en passant. Mais il dit que c'est sûr, son ego, il aimait ça, botter le derrière de la WWE. Mais il dit aussi, c'est un show qui était déjà produit, était déjà payé. On va chercher dans les 7 chiffres, puis on n'a presque pas de dépenses. Alors, c'était bravo. In terms of, repackaging the show for that market. So it was a big deal financially, but it was a bigger deal for us in terms of how we were viewed in the international marketplace, because Canal Plus was like NBC. It had that patina on it, and it made it much easier to sell smaller television networks in other parts of Europe. So it was a big damn deal, actually. Bigger than the money would suggest. C'était plus gros que juste l'argent. Parce que c'était Canal+, c'était comme un NBC. Et le fait d'avoir signé avec eux autres, c'était plus facile de signer avec des plus petits clients lorsque tu dis que tu es déjà sur Canal+. Je pense que c'est sa deuxième visite. Oui, exact, Marc. Deuxième visite. La dernière fois, on avait parlé des gimmicks ensemble. Fait que les meilleurs gimmicks. Je me souviens que tu m'avais dit que j'étais soft dans mes choix. Fait que c'est ça que j'ai retenu. Mais non, ça va bien été. Puis c'était un plaisir d'être là. Ceux qui nous regardent sur YouTube peuvent apprécier le respect que David Francoeur a pour moi et le Sim. Il porte la chemise et la cravate. Wow! Wow! On est loin de la robe de chambre à Benoît Bornet, là. Je ne l'ai pas vu. Il va falloir que j'aille voir les anciens épisodes, peut-être. Benoît, c'est celui qui va bâcher dans ce podcast. Lui, il va bâcher Eric Bischoff. Si je me souviens bien, Benoît déteste la WCW, si je ne me trompe pas. D'après moi, Benoît déteste se lever le matin. Ah, OK. Ouais. Il est dangereux parce qu'il est dans l'armée. Fait que s'il déteste trop, ça peut être dangereux. On va faire attention à ce que je dis de bon, c'est correct. Hey, puis en plus, je viens de faire un jeu de mots que PCO serait content. Déteste trop. Ah, OK. C'est sûr. Benoît, David, pas Benoît, David, tu m'as donné une semaine chargée parce que j'ai été obligé de relire. Ah ouais, OK. Le pire, c'est, écoute, tu sais, je vais prendre un livre que j'ai commencé, je tombe dessus, je me souviens de... J'ai pas besoin de backer, mais lui, là, tout ce que j'ai lu, je m'en souvenais pas. Puis c'est pas un livre qui est vieux, le Grateful, là. Non. C'est pas vieux. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que tu vas nous amener sur M. Eric Bischoff. Oui, Eric Bischoff, comme j'avais dit en commentaire sur le groupe Sim sur Facebook, c'est que j'ai lu ces 2 livres. C'est quelqu'un que je m'intéressais d'avance aussi. Puis, juste pour donner un peu de contexte, moi, quand j'ai commencé à regarder la lutte, j'étais originaire de Latuc, on pognait ADS, c'était le seul poste de lutte. Puis la seule chose qui passait dessus, c'était la WCW, puis c'était toi qui animais aussi à cette époque-là. Fait mes premiers souvenirs de lutte, c'est la NWO, c'est Eric Bischoff, évidemment, qui était à la direction de WCW, qui faisait partie du groupe, qui avait été commentateur. Fait que c'est sûr que j'ai un billet parce que c'est mes premiers souvenirs de lutte, puis c'est ce qui m'a accroché aussi à la lutte à ce moment-là. Fait que j'ai ce billet-là nécessairement. Puis comme j'ai dit, j'ai lu ses livres, son premier Controversy Creates Cash. J'ai lu aussi Grateful que tu as présenté à l'écran. Fait que je me suis intéressé pas juste au personnage, à ce qu'il a fait comme booking et tout, mais à l'homme derrière. Puis je pense que c'est ce que j'apprécie le plus d'Eric Bischoff. Parce que c'est sûr que quand tu le regardes à télé, avec son grand sourire, puis il a l'air pendant. Tu en as parlé aussi sur le Sim que tu l'avais rencontré, puis c'était peut-être pas le plus amical nécessairement à cette époque-là, mais il y avait beaucoup de responsabilités, puis peut-être de la pression aussi. Donc, des fois, ça peut changer les gens. L'argent peut changer les gens aussi, d'ailleurs. C'est un gars qui est parti de pas grand-chose. Oui, j'ai lu ces 2 livres, je me suis intéressé à la personne derrière. Juste pour faire un peu d'historique là-dessus, c'est quelqu'un qui est né à Détroit, en banlieue, proche de
du quartier 8 Mile. Fait que, c'est quelqu'un qui a vécu du bullying, qui se faisait battre un peu quand il allait à l'école le matin puis qui revenait le soir. Fait que c'était pas le plus gros, là, puis même dans sa carrière, je veux dire, c'est pas l'homme le plus imposant nécessairement en stature. Fait que c'est quelqu'un qui a appris à se défendre rapidement, puis qui a appris l'esprit de combativité, excuse, je vais trouver le mot comme il faut. Puis ça s'est reflété dans sa carrière aussi par la suite. Fait que, ça, c'est le volet un petit peu plus jeunesse. C'est quelqu'un qui a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Moi, dans mon travail, je travaille de près avec beaucoup d'entrepreneurs. Fait que j'ai un profond respect et une admiration pour eux. Puis t'en es un, Marc, de ton côté aussi, t'es entrepreneur. Il a toujours eu cette fibre-là, que ce soit, il n'a pas fait de grosses études, il a parti d'une compagnie d'aménagement paysager quand même assez jeune, qui a eu du succès. Ouais. Compagnie de production télévisuelle plus tard dans sa carrière aussi. C'est parti une microbrasserie. Fait que c'est toujours quelqu'un qui a eu le goût du risque. Puis quand on se regarde sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait à WCW? C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de prendre des risques non plus là, de son côté. Il a fait ses armes aussi à la AWA. Je pense que c'est de 80, j'ai pris quelques notes là, de 86 à 91. Il a appris beaucoup de Vern Gagné à cette époque-là. Oui, effectivement. Qui est quelqu'un d'imposant là, dans le monde de la lutte. Pour cette époque-là, je pense qu'il a commencé au départ, il essayait de vendre des shows là, sur les différents plateaux de télé là, qui existaient. Il s'est mis aussi à s'intéresser à être commentateur également. Je pense qu'il n'y a pas eu un grand succès à cette époque-là là-dessus. Mais tu le sais l'histoire, hein, quand lui était vendeur, donc il avait un veston dans son bureau, puis il est arrivé de quoi? Je pense que le commentateur avait des gros problèmes de boisson. Puis cette journée-là, il n'était pas rentré. Puis ils ont dit que c'est qu'un veston. Puis il y a quelqu'un qui a dit Eric Bischoff. Puis ils sont allés le chercher. Fait que c'est sûr qu'il n'était pas préparé. Puis il ne l'avait jamais fait. Mais à la fin, dans le temps de WCW, là, wow. Oui, il était à l'aise là, à ce moment-là. Wow, ben oui. C'est ça. Puis c'était une époque aussi où il s'est intéressé à la production des shows. T'sais. Il n'était pas payé pour faire ça, mais il est allé ça avec le gars de la production. Puis il y avait comme un intérêt qui était naturel. Fait qu'ils ont montré des affaires et tout. Je pense que ça lui a servi beaucoup, ça, par la suite dans sa carrière. Puis c'est sûr qu'avec la AWA, je pense qu'elle a fait faillite, tout ça s'est terminé, ou à un certain moment, même il était plus payé pendant une période de temps. Ben, c'est là qu'il est allé à la WCW. C'est joint comme un annonceur. Puis, tu sais, comme il dit dans ses livres, c'est pas un annonceur de classe A, B. Lui, il se mettait de classe C, parce que je pense qu'il faisait les shows peut-être internationales ou pas les principaux, évidemment, télé américaines. Quand Bill Watts a quitté ou il s'est fait congédier, ben là, tu sais, ça faisait des années que la WCW perdait de l'argent. Il voulait pas ramener quelqu'un de lutte nécessairement parce que la compagnie pensait que, OK, on recyclera pas ce qu'on fait depuis le début puis on perd de l'argent avec. Puis Turner, ben, il y a beaucoup de gens à l'interne qui croyaient pas aux produits de la lutte. Tandis que Ted Turner, lui, ben, c'est quelqu'un qui croyait en ça, puis il savait attirer du monde sur les réseaux de télévision là, à une certaine époque. Fait que, il croyait en ça et il voulait garder le produit aussi. Fait que, ils ont interviewé Eric, il a donné son nom, puis avec sa perspective à lui, je pense qu'il a amené quelque chose d'assez différent de son côté, puis la perspective d'avenir. Il a fait beaucoup de changements. Je pense qu'il a éliminé les house shows alors que c'était contre nature à cette époque-là. Les gens disaient, ben, on va faire plus d'argent, on va faire plus d'house shows, alors que c'était des dépenses, finalement. Fait que tu vois, le côté entrepreneurial, homme d'affaires, c'est un gars qui calculait puis qui dépensait pas nécessairement. Ça a peut-être été différent plus à la fin de sa carrière à WCW. Là. Il y avait peut-être des bons chèques qui se faisaient à cette époque-là. Excuse, je vais juste dire à mon épouse que je t'en zoome. Encore. Bon, alors, bon, je dis que je t'en zoome, mais elle continue. Fait que, c'est ça. Fait que, excuse-moi, je t'ai coupé l'air d'aller, là. Mais dis-moi, je veux pas que tu résumes tout parce qu'à un moment donné, il y a 2 livres, là. Ça va durer 1 heure. Mais tu disais que tu t'étais intéressé à la personne. Est-ce que tu écoutes le podcast 83 Weeks? Je l'ai pas dit d'emblée, mais son podcast 83 Weeks, puis l'autre qui est, ça fait partie de la même gang, là, quelque chose business, là, que j'écoute aussi, là, également. Fait que ça, j'écoute, puis tu sais, il donne beaucoup de perspectives. Puis ce qui est le fun, c'est que je pense qu'il n'a pas peur d'admettre ses erreurs non plus de l'époque. Il y a beaucoup de choses que les gens lui reprochent, puis probablement que Benoît a parlé précédemment. Tout ce qui est du booking, des fois, tout le pouvoir politique d'un Hogan, mettons, qui n'a peut-être pas permis de mettre over certaines personnes. Puis
ou la NWO qui s'est impliqué beaucoup puis qui n'ont jamais vraiment eu de fin à ça puis que ça a peut-être fait mal finalement là, à tout ça. Fait que, mais il a quand même changé le produit. Puis moi, c'est ce que j'admire. Tu sais, la WWE, ben, c'était des personnages colorés et tout. Lui, il est venu avec un produit qui était peut-être plus edgy un peu, plus adapté à son temps. Puis c'est pour ça que pendant 83 semaines, le produit a dépassé celui de la WWE. Finalement, qu'eux, ils ont réagi, puis bon, ils sont venus offrir le même produit. Puis c'est drôle en parallèle parce que dans son livre, il en parle, mais à la fin, c'est Turner qui demandait d'avoir un produit plus familial et tout. Puis lui, c'était contre nature parce que c'est pas ce qui l'avait fait se démarquer. Puis c'est ce qui a mené à la fin un peu. Fait que, tu sais, je trouve que les gens, ils donnent beaucoup de tort dans son cas, mais je veux dire, il y avait beaucoup de politique à l'interne au niveau de sa compagnie qui faisait en sorte qu'il n'y avait plus champ libre pour faire tout ce qu'il souhaitait, nécessairement. Moi, David, ce que je retiens j'écoute 2 podcasts, moi. Je n'ai pas le temps d'écouter plus. C'est les Antipodes. Message en passant, arrêtez de sacrer, les gars. Arrêtez. Et l'autre, c'est Eric Bischoff et... j'ai aussi le mot business dans la tête. C'est Strictly Business. Exactement, exactement. Alors, un avec Alba, puis l'autre avec Conrad Thompson. D'ailleurs, comme j'ai dit à Ansem, j'ai écrit à Conrad pour offrir le sim dans leur groupe, qui serait le premier podcast francophone. Il m'a dit, on n'est pas rendu là, mais au moins, il m'a répondu. Bonne idée. Je trouvais ça cool. Mais tout ça pour te dire que ce que j'apprécie d'Eric Bischoff, c'est qu'il aime ou il n'aime pas. Oui. Panzer, il n'aime pas, je pense. Hein? Mais Seigneur, dirt sheet, là, puis il se fait traiter de tous les noms. Et puis c'est sûr, c'est un gars qui a le sens du spectacle. J'ai écouté une entrevue qui était justement l'ancien animateur de TNA, qui était Dave Panzer, qui était le host. Puis tu avais le gars qui a écrit le livre, je l'ai ici, là, Nitro Crap ou je sais pas quoi. Guy Evans. Non, pas Guy Evans. Pas Guy Evans. Lui, écoute, c'est lui qui a co-écrit Grateful. Fait que Guy Evans, là, Eric Bischoff le voit comme un dieu. Mais non, The Death of WCW, c'est ça. Et puis, il y avait sur le panel, tu sais, c'était comme devant le public. Écoute, il te le ramassait. Tu sais, il est baveux, puis je me reconnais là-dedans pas à peu près. Puis, ce que j'aime, c'est ça. Il a le sens du spectacle, puis il aime ou il n'aime pas. C'est ça, il est assez direct. Tony Khan, il l'aimait, il l'aime plus. Puis, mais il dit, j'ai rien contre lui, mais il n'a pas peur de donner son opinion. Puis il donne les raisons aussi, c'est ça qui est le fun. Il ne fait pas, je veux dire, bâcher sur un Tony Khan ou un Dave Meltzer, même si des fois, il en met pas mal, tu sais. Mais, lui, je te dirais, c'est sa limite de bâcher. C'est ça. Mais il explique les raisons aussi, puis souvent, tu réussis à comprendre également ce qu'il veut dire. Ben, je ne sais pas toi, David, mais tabarouette que j'aimerais ça être assis à une microbrasserie, puis prendre une bière avec Eric Bischoff, puis jaser. Peut-être fumer un cigare aussi. T'aurais pu l'inviter dans le sim, tu sais, je sais pas ce qu'elle aurait répondu. Je sais pas s'il y a une exclusivité aussi. T'écouteras le podcast, je lis les 2 messages que j'ai envoyés sur X. OK. T'écouteras ça. David, c'était un plaisir de te reparler. Merci beaucoup. Et tu ne te gênes pas, tu sais comment ça fonctionne. J'écris, je donne les prochains sujets. Tu dis, tu lèves la main, puis tu seras là. Parfait, c'est super. Merci beaucoup, Marc. Et je suis certain, tu sais, là, moi, j'ai les couettes, là, la barbe, puis tout le kit, mais d'avoir un petit gars propre, là, ça fait du bien à l'image. C'est super. Salut, David. Merci beaucoup, Marc. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus.
Alors, on a eu David Franqueur, on a eu notre soldat Benoît Bornet et j'ai glissé, bien sûr, ce petit bout d'entrevue-là sur 83 Weeks où il parlait avec Conrad Thompson de la WCW à Canal+, en 1997, quand on a commencé le tourneur et moi. Il ne me mentionne pas, mais c'était bel et bien moi. J'attendais ça, moi, qu'ils disent Mark Blondin et Lucier, le tourneur, mais non, c'est pas sorti. Non. Là, il aurait peut-être pu dire Hey, this guy wrote me, but I did not answer. Mais toi, t'es pas très positif envers Bischoff, hein? Non, au contraire, moi, je suis un gros fan d'Eric Bischoff. Il a été très effronté à l'époque de WCW et sa vision était très bonne. Plus tu es proche de la réalité, meilleures les histoires sont. Donc, au lieu d'avoir des personnages, il y avait le vrai nom des gars. Au lieu d'avoir des histoires fantaisistes, il y avait de la réalité. Et c'est ce qui a fait qu'il a gagné pendant 83 semaines contre WWE. Parce que pendant qu'on avait des personnages, un plombier, un goon, un joueur de hockey, un ci, un ça à WWE, lui, c'était Kevin Nash, c'était Scott Hall, c'était la réalité, c'était les vrais gars. Puis, tu sais, des fois, il allait peut-être trop loin d'inclure la vraie vie dans les histoires, un peu comme Scott Hall qui a eu beaucoup de problèmes avec la boisson, par exemple. On avait inclus qui était chaud raide à la télé, puis on jouait là-dessus. Ça, c'était un peu aller trop loin, mais quand tu restes sur la fine ligne réalité, puis tu amènes ça à la télé, ça fait de la maudite bonne télé parce que tu te dis, je sais là, que c'était une histoire, mais ça y est-tu pour vrai? Ou quand on joue là-dessus, là, c'est toujours vraiment bon. Fait, oui, il a fait des erreurs. Oui, il a parti sans peur. Oui, il y avait beaucoup d'argent à dépenser. Oui, storyline-wise, des fois, NWO est devenu trop gros. Il a perdu la tête sur certains trucs, mais il a fait de la maudite bonne télé. Puis quand tu écoutais WCW, c'est lui qui a amené ça live à tous les lundis. Il n'y a pas de pre-tape. Raw était pre-tape souvent à ce moment-là. Lui, c'était live. Tu ne savais jamais à quoi t'attendre. Les gens l'écoutaient pour ça. L'as-tu aimé comme directeur général de Raw? Son arrivée était extraordinaire. Vince McMahon, on ne parlera pas de ce qui est sorti récemment, mais est un visionnaire à cette époque-là, a dit, moi, je vais amener mon plus grand rival, celui qui a voulu me mettre out of business. Je vais le rentrer, je vais le serrer dans mes bras en disant que c'est le nouveau general manager de Raw. Moi, j'ai aimé sa run là-bas. Ils l'ont magané quand même aussi, mais il a été over, ils l'ont magané. C'est sûr que quand tu rentres à WWE, souvent... Qu'est-ce que tu veux dire par ils l'ont magané? Ben, tu sais, ils l'ont éliminé, ils l'ont sorti, ils l'ont envoyé dans le camion de poubelle par les données. Ah ouais, ça, c'était son idée à lui en passant. Ah oui, mais ça, c'est bon, mais souvent, quand tu rentres à WWE de l'extérieur, ils veulent que WWE gagne. Donc, ce que tu as réalisé ailleurs, ils peuvent l'affaiblir, ils peuvent le détruire un peu, mais il y a une super belle run. C'est un personnage Hill qui marchait. On se rappelle de 2-Minute Warning avec les deux Samoans qui venaient détruire. C'était une belle époque de Raw. Donc, moi, j'ai adoré de A à Z Eric Bischoff. Gros fan. Écoute, puis celui qui va nous en parler pour terminer, c'est Bertrand Hébert. On l'a eu au début parler de Virgile. Fallait faire quelque chose, puis il était bien fin d'embarquer à la dernière minute. Mais là, il nous parle d'Eric Bischoff en détail, comme peut si bien le faire le professeur. Alors, sans plus tarder, la chronique sur Eric Bischoff par le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver avec son air sérieux, avec un nouveau tunnel carpien bien réparé, notre ami le professeur Bertrand Hébert. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Oui, t'as de l'air. On regarde dehors. T'as de l'air d'un homme heureux. Hein? Ouais, c'est sûr. Ben oui, on dirait même que l'hiver achève. C'est la deuxième fois en février que l'hiver achève. Seigneur, ouais, puis il va y en avoir d'autres fois que ça va achever. Ce qui est le fun, c'est qu'on est au début mars, mon cher Bertrand. Alors, tu vois même pas le temps passer. C'est fou, hein? C'est fou. Eric Bischoff. Quel personnage spécial, disons. Ben oui, puis c'est la définition même d'être au bon endroit au bon moment. À plusieurs instants de sa vie. Donc, Eric Bischoff, né en 1955, hein, fait que pour les gens qui veulent faire un calcul rapide, ça le mène dans la quarantaine au milieu des années 90.
début quarantaine. Donc, on a toujours l'impression qu'ils sont beaucoup plus vieux que ça. La lutte et le stress, il y avait tous les cheveux blancs et tout ça, là. Ça met un stress épouvantable sur les gens. Donc, c'est quelqu'un qui, à la base, était dans les arts martiaux, qui a fait un deal avec la AWA pour vendre des items durant leur émission de télévision. Et de là, on est en 86, donc juste dans les 2, 3 dernières années avant la fin de la AWA, va être amené à travailler aux ventes publicitaires pour la AWA. Et là, soudainement, l'annonceur de la AWA, Larry Nelson, se fait arrêter. Ils n'ont pas personne, c'est l'heure d'enregistrer. Eric est sur place, il y a un suit, il est choisi pour aller faire l'annonceur. Donc, il était vraiment au bon moment, au bon endroit. Il va être excessivement loyal envers Vern Gagné puis la famille Gagné, puis il va rester jusqu'à la toute fin. Même s'il n'y avait pas de paye. Même s'il n'y avait pas de paye, tentant à tout prix de faire fonctionner le tout. Ne sera pas embauché par la WWE là, après un essai comme annonceur. Célèbre depuis parce qu'on a montré les images de cet essai-là où on tentait de lui faire vendre un balai. Donc, quelque chose de vraiment difficile comme exercice. Et finalement, via les connexions, parce que Greg Gagné aussi va travailler avec la WCW comme agent, le fils de Vern, il va être embauché comme je pense que des fois, quand lui en parle, il dit comme annonceur sur l'équipe pas C, mais D. Donc, on le voyait, nous, souvent, à TSN, sur les émissions de la WCW, parce que justement, l'émission du Canada était souvent sur l'équipe D. Donc, il était très loin derrière dans la hiérarchie d'un Tony Chabonnet ou d'un Jim Ross à l'époque. Et à partir de là, ben, il va être encore une fois au bon endroit, au bon moment, après que Bill Watts se fait congédier. Donc, il y a toute une histoire là, on pourrait faire une émission sur Bill Watts et sa run à la WCW. Mais bon, Bill Watts est congédié, qui était amené là comme étant le sauveur de la compagnie. Et là, Eric va simplement lancer son chapeau dans l'arène, présenter son CV et vendre l'idée qu'il est un gars de lutte, qu'il a travaillé pour Vern dans la production, puis qu'il pourrait devenir le producteur exécutif de la WCW et devenir le grand patron de cette branche-là qui, on a déjà parlé, est la branche mal aimée de l'empire de Ted Turner. Ted Turner qui va protéger longtemps. Puis là, on est à l'époque, on est en 80. Lui est embauché en 91. En 93, quand il obtient ce poste-là, la compagnie n'est pas off, mais pas loin. C'est l'époque où tu vas faire les célèbres combats de PN News avec Richard Charland. Donc, c'est pas les plus belles années de profondeur de la WCW. Donc, va devenir vice-président senior quand même rapidement. Va avoir une grande idée pour relancer un peu, parce que là, on parle de PN News, mais les arénas, la présentation, tout ça fait un peu pic-pic, pour prendre une expression bien de chez nous. Et on va aller vers MGM Studios à Disney pour faire les enregistrements. Les fameux enregistrements là, avec la plateforme qui tourne et avec le ring sur le milieu, où on va rentrer et sortir des fans qui sont au parc d'attractions pour faire la foule. Donc, ça va donner un meilleur look, une meilleure présentation, souvent à l'international, puis ce qui s'appelait à l'époque la syndication. On va vendre le WCW ou le brand WCW avec ça. Ça va amener toute une série de controverses parce que ces enregistrements-là sont faits des mois à l'avance et donc, par conséquent, les champions à venir. Donc, pour ceux qui parlaient qu'il n'y avait pas de booking prévu d'avance, là, le booking était tellement prévu d'avance qu'il faisait sortir les gars qui n'avaient pas gagné les ceintures avec les ceintures d'avance lors de ces enregistrements-là. Ce qui a causé quand même relativement beaucoup de controverses et amené beaucoup de chaleur sur Eric Bischoff à l'époque. Qui tuait les secrets de la lutte, qui tuait Mais il voyait plus ça comme d'un côté exécutif que d'un côté émission de télé comme n'importe quel autre, là, et non pas vraiment comme un sport.
Bien sûr, son coup de maître, c'est de signer Hulk Hogan. On en a parlé avec la NWO. C'est sûr que ça change la donne complètement pour la WCW. Puis c'est à partir de ces moments-là. Et Disney n'est pas étranger à tout ça parce que Disney, à l'époque, Hogan tournait ce qui s'appelait l'émission, le classique de la télévision Thunder in Paradise, qui était une espèce de K2000 en bateau, mais avec un gars qui joue de la guitare sur la plage avec ses amis lutteurs. Parce que, étrangement, il joue pas au Hogan là-dedans, mais il est ami avec Jimmy Hart, puis Jim Neidhart, puis Brutus Beefcake aussi. C'est comme vraiment un show un peu bizarre, mais bon. Est-ce que les gens devraient le regarder? Ben, on devrait en regarder quelques épisodes. OK. J'irai jusqu'à quelques épisodes. Sans de se faire une idée sur pourquoi Hulk est revenu à la lutte après cette série-là. Mais bon, c'est d'ailleurs là la première fois que Sting, dans cette émission-là, c'est là que Sting et Hulk Hogan vont se rencontrer pour la première fois, d'ailleurs, parce que Sting va jouer un méchant dans un épisode, puis il va travailler avec Hulk pour la première fois. Donc, à partir de là, les choses vont décoller avec l'arrivée de Nitro. On a fait un épisode sur Nitro, donc on n'entrera pas dans les détails, mais encore là, au niveau production, puis au niveau pousser l'enveloppe, c'est là le plus grand contribution d'Eric Bischoff à la lutte, c'est d'avoir amené le concept de Nitro, des combats de qualité et non pas juste des jobbers, un lundi en prime time pour aller plus loin. Parce que les gens se souviendront peut-être pas que dans les débuts de Monday Night Raw, des fois, on avait un bon main event, mais le reste des combats, c'était comme à l'habitude des jobbers qui étaient là comme faire valoir des stars. Parce que le but était toujours de vendre les pay-per-views puis de voir les vrais combats entre les vrais stars lors des événements house show, comme on Vendre des billets. Vendre des billets. Vendre des billets, comme dirait l'autre. Ouais. Bischoff n'est jamais le booker. Il va être la personne qui prend les décisions. Il va travailler beaucoup sur les scénarios de Hulk avec Hulk, qui a son contrôle créatif. Mais on va avoir des gars comme Kevin Sullivan, Kevin Nash qui vont être les bookers. Par contre, dans la lutte, souvent, il y a toujours un phénomène d'essoufflement pour les têtes dirigeantes d'une compagnie. Quand tu fais un 5-6 ans intense, donc, tu sais, si on prend 94, à 97, on était déjà à 3 ans, mais il avait commencé en 93. En 97, avec l'arrivée de Bret Hart, la culmination du scénario de Sting, malheureusement, là, les choses vont se mettre à déraper du côté de la WCW et on en a parlé. Donc, on a fait un épisode là-dessus. Les gens pourront y retourner. Malheureusement, à partir de là, les choses vont bien. On va envoyer Eric à la maison parce que quand tout va bien, t'es le roi, t'es la personne que tout le monde pointe du doigt comme étant le héros, mais quand ça se met à aller mal, tu vas être aussi la personne qui dit comment ça se fait qu'on a dépensé de temps? Comment ça se fait qu'on a dépensé de temps? On est dans le rouge, le banque trop gros, ce contrat-là. Pourquoi lui a ça? Pourquoi lui? Et voilà. Donc, malheureusement, Eric va se retrouver dans cette situation-là. Et ultimement, malgré tous ses efforts pour acheter la compagnie, lorsque WCW va canceller ses émissions de télé à TBS et à TNT, ça va mettre fin à l'aventure WCW dans son cas. Par contre, il va y avoir des séries de runs intéressantes par la suite. De 2002 à 2007, il va être à Monday Night Raw, souvent dans le rôle purement télévisé de General Manager de Monday Night Raw, où il va vraiment nous montrer qu'une de ses plus grandes forces aussi, c'est son personnage qu'on a vu à la WCW, de Executive. Il va être très bon dans ce rôle-là de diriger les histoires à l'écran. Au point où souvent les gens vont être un peu savent plus où la réalité ou la fiction se coupe. Je me souviens à Comic-Con, il y a quelqu'un qui venait lui dire « Ah, bravo pour Elimination Chamber, c'était toute une bonne idée que vous avez eue, puis nanana, puis on aime ça, puis... » Éric de lui répondre, ben moi j'ai annoncé que ça s'en venait, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée. Mais c'est quelqu'un qui avait une bonne tête à l'époque, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été passionné non plus nécessairement par la lutte ou par le produit,
il voulait réussir. Il a été influencé là, avec la NWO, son histoire entre la rivalité qu'il avait vue au Japon entre New Japan Pro Wrestling puis UWFI, le concept de deux fédérations compétitrices l'une de l'autre qui avait créé au Japon beaucoup d'intérêt puis qui avait amené beaucoup de billets vendus. Donc, c'est un peu ce concept-là qu'il a tenté de reproduire puis qui a amené un peu à sa sauce avec la NWO puis la WCW. Fait à un point tel que la NWO est devenue un brand plus vendeur que la WCW en elle-même. Aujourd'hui, WCW ne vend pas beaucoup de T-shirts. NWO, WWE en vend encore des T-shirts. Donc, c'est là aussi une grande idée. Il va être élu au Hall of Fame de WWE en 2021. Qui l'aurait cru dans les années 90. Et bon, il va y avoir aussi une run à la TNA, 2010-2014, avec Hulk. On tente encore une fois de recapturer le génie dans la bouteille, mais bon, tu peux pas toujours avoir la bonne... les formules changent, la lutte évolue, les lutteurs vieillissent. Il y a des formules qui ne fonctionneront jamais. On avait dès le départ, on avait tenté de ramener les Nasty Boys. Ça n'a pas duré longtemps. On avait amené Kevin Nash, Scott Hall. Ça a duré, ça a eu des succès mitigés, admettons. Donc, c'est pas évident, sans compter qu'à cette époque-là, il n'y a pas nécessairement le même contrôle créatif parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mettre leur nez dans la sauce. Donc, à partir de là, ben, c'est comme ça là, vraiment que ça se termine. Il va faire quelques apparitions avec All Elite Wrestling. Depuis 7 ans, il est devenu une critique très acerbe des décisions de Tony Khan et souvent pas à tort, malheureusement pour All Elite Wrestling, mais ça, c'est une histoire pour un autre podcast. C'est une personne qui est fort intéressante à rencontrer puis à discuter avec. Là, c'est sûr, hein, il approche les 70 ans, donc je pense que sa carrière dans le monde de la lutte est pas mal terminée en termes si de moi personnage actif. Si moi, je vais avoir 66 dans quelques mois, lui, il est né 3 ans avant moi, fait que il fraude. Mais ce qui m'intéresse, tu as résumé un peu son livre Controversy Creates Cash, son histoire, mais moi, ce qui m'intrigue, ce que j'aimerais que tu me parles aussi, c'est que tu as passé du temps avec lui au Comic-Con. Ben oui, parce que j'ai passé du temps au Comic-Con avec lui, puis lorsqu'on est allé à une convention au Minnesota avec Pat Patterson, je l'avais rencontré à Comic-Con. Puis là, ces choses-là, là, c'est jamais facile. Puis les promoteurs pensent toujours des fois que les affaires vont se passer tout seul. Donc, pour prendre l'exemple, moi, je le connais du Comic-Con, j'ai son numéro de téléphone, puis on a jasé beaucoup du livre de Pat, bon. Fait que là, moi, je m'en vais là avec Pat au Minnesota et on atterrit à Minneapolis. On est les premiers qui arrivent. Et là, il y a une vanne qui nous attend avec un chauffeur. Mais là, il faut attendre Eric Bischoff, Bruce Pritchard, qui est le chum à Pat, puis qui est puis il faut attendre Dutch Mantel, qui lui est en chaise roulante. OK. Et là, on est vraiment les premiers. Fait que là, OK, puis là, on rentre juste dans la vanne. Fait que là, le promoteur, il me dit, ben là, tu peux-tu aider? Puis là, vous essayez déjà de vous parquer dans un aéroport juste pour attendre. Tu ne peux pas laisser ton auto proche des portes, puis juste pour attendre. Ça prend un chauffeur dedans. Des fois, il faut que tu fasses un tour. Fait que là, le chauffeur ne peut pas aller courroyer tout le monde aux portes d'arrivée puis au carrousel. Fait que là, le promoteur de me dire, tu peux-tu les... Ben écoute, je peux rejoindre Eric. Fait que j'ai envoyé un message à Eric. Tu te réintroduis tout le temps. Même quand ils te connaissent, tu te réintroduis tout le temps. Puis là, je dis, on est à telle place. Pat est dans l'auto parce que lui, Pat, c'est le vétéran. Hein? Pat est assis, le siège en avant, puis lui attendait. Mais moi, je me suis retrouvé avec la job de OK, il faut que j'aille ramasser tout le monde. Et j'ai envoyé un message à Eric. Là, trouve Pritchard, parce que là, Pritchard, lui, j'avais pas de façon de le retrouver. Dutch, à un moment donné, il y a un monsieur en chaise roulante qui est apparu, Dutch Mantel, on s'en souvient, hein? Les grosses moustaches qui descendent jusqu'au milieu du chest. Il est dur à manquer en chaise roulante parce qu'il y a une crise de goutte. Fait que là, je ramène tout le monde, ramène Eric. Et là, à ma grande surprise, ben, je me suis retrouvé à faire le voyage de Minneapolis jusqu'au casino, là, qui était quand même à 3-4 heures de route.
Moi, j'ai banquette arrière, parce que moi, je suis le writer de Pat. Moi, je suis banquette arrière. En avant, on a Pat. Après ça, les deux autres sièges. Ensuite, on a Bruce Pritchard en avant de moi, Dutch Mantel. Parce que le tour par hiérarchie de ça fait combien d'années que tu fais de la lutte, puis combien de bombes tu as pris. Et là, il y a moi, puis à ma droite, il y a Eric Bischoff pour un voyage de quelques heures en auto. Donc, écoute, le premier arrêt fut d'aller au dépanneur acheter une caisse de bière avec un cooler puis de la glace. Et on va faire le voyage comme ça, à se raconter des histoires. Ben, eux vont raconter des histoires, moi, je vais écouter les uns les autres en prenant une bière. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, là, je veux dire, les gens qui C'est sûr. connaissent ces noms-là, je veux dire, Hey boy. c'est un peu surréaliste de dire, OK, j'étais avec Pat Patterson, Dutch Mantel, Bruce Pritchard et Eric Bischoff. Trouver l'erreur. Mais c'était fort intéressant. Puis, ça m'a permis de développer une certaine relation avec tous ces gens-là. On a été souper avec Bruce Pritchard, avec Pat. Pat Laprade est venu nous rejoindre là-bas parce que lui, il était ailleurs, mais il était pas loin. Il s'en venait nous rejoindre pour cette convention-là. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. Puis, depuis ce temps-là, j'ai communiqué avec Eric pour faire une entrevue quand on a fait le livre du géant, parce que c'est lui qui l'avait invité à la dernière apparition à TBS pour le Clash of Champions. Donc, puis il y avait toute la partie, là, comment ils ont introduit le faux fils du géant également. Donc, c'est quelqu'un que moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait une très bonne tête de lutte. Mais, justement, sa dernière tentative de retour à la WWE, lui-même le dit qu'il n'était peut-être pas assez passionné pour être le. Puis pas assez de pouvoir pour s'intégrer à la structure là, de la WWE. Il y a une histoire classique qui raconte que lui, à 5 heures, il s'en allait manger avec sa femme, puis il a fermé son téléphone. Mais j'étais supposé d'être en call 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Fait que ça ne marchera pas longtemps s'ils t'appellent et ils sont prêts de t'en rejoindre. Donc, à partir de là, même pour les lutteurs, hein, c'est pas juste les exécutifs, c'est encore plus, je pense, pour les exécutifs, là, parce que c'était pas surprenant à l'époque de se faire réveiller à 2 heures du matin parce que Vince avait une idée. Mais même les lutteurs aujourd'hui doivent avoir un téléphone avec eux, puis doivent être rejoignables, puis je me souviens, à une certaine époque, là, les lutteurs qui se promenaient entre le Canada et les États-Unis, c'était pas toujours possible d'avoir des forfaits. Il y en avait qui avaient leur téléphone canadien, leur téléphone des États-Unis pour être toujours rejoignables. Je me souviens même que quand on avait voyagé, Kevin, Owens, il attendait des nouvelles pour les contrats, puis les détails, puis tout, c'était fait, c'était secret. Puis là, il dit, là, il faut que je m'achète un téléphone des États-Unis pour qu'il puisse me rejoindre tout le temps. Fait que là, on avait arrêté dans un Walmart, puis il avait acheté un téléphone basic. Tu le plugs, tu l'actives, puis ça marche direct pour que la compagnie ait une façon de le rejoindre aux États-Unis facilement tout le temps. Donc, ça fait vraiment partie. Donc, Eric, je ne sais pas si c'était voulu ou si c'était inconscient de sa part, mais clairement, son cœur n'était pas dans l'aventure de retourner à être un vrai exécutif parce que sa première visite à la WWE, c'était vraiment en titre de personnage, de talent. Donc, c'est quelqu'un que j'ai trouvé fort sympathique à chaque fois, très terre-à-terre au Comic-Con. Je veux dire, signer des autographes, serrer des mains, parler avec le monde. Il était très, très affable, ouvert d'esprit, toujours en train de chercher des idées très intéressant à savoir comment ça marche Comic-Con, qui dirige ça, qui décide de quoi. Il pose bien des questions. En tout cas, sur son podcast. Comment les cosplayers font pour rentabiliser. Puis là, tu sais, à l'époque, il parlait que il est toujours en train de parler qu'il est en train de préparer quelque chose avec une maison de production. Donc, à partir de là, il disait on aurait aimé ça faire un show sur les Comic-Con, puis etc. Puis bon, il était très, très intéressé à tout. C'est quelqu'un qui est plus intéressé à l'idée de comment on vend un produit ou une émission, ou comment on attire le spectateur aujourd'hui, plus que le côté plus créatif de créer un show de lutte ou de présenter un show de lutte. Mais moi, je veux dire, on
parle toujours des gens, là, de comment ils nous ont traités puis comment on a travaillé avec eux. Moi, il a toujours été numéro un et toujours très, très terre à terre et ouvert d'esprit. Là. Je me souviens que même quand il y avait eu la job à nouveau là, comme exécutive, j'y avais envoyé un texto de félicitations parce que c'était relativement récent après notre voyage au Minnesota et tout ça. Et il m'avait répondu presque instantanément. Là. Donc, tu sais, c'est pas quelqu'un qui joue à la grosse tête ou qui se prend pour un autre ou des choses comme ça. C'est par contre sûrement quelqu'un qui a été à une certaine époque très, très obsédé par l'idée de battre Vince plutôt que de garder la compagnie en santé à long terme. Donc, c'était peut-être toujours, ça va être quoi le prochain gros coup? Alors que des fois, c'est mieux de paver la route pour que le véhicule roule longtemps que de mettre la pédale dans le fond. Là, mais les gens retiennent qu'il a battu Vince 83 semaines. Exactement. Fait que toi, dans le fond, tu es quand même privilégié parce que moi, j'ai travaillé pour lui. C'était mon boss à WCW et à TNA, je l'ai vu aussi, mais j'ai jamais eu la chance de jaser avec ou même, j'ai sûrement salué. Là, mais, ouais. Mais oui, puis écoute, moi j'étais privilégié dans le sens que, tu sais, quand tu es introduit tout le temps, comme le gars qui écrit le livre de Pat, puis Pat, il traîne avec lui, puis que Pat va nulle part si je viens pas, c'est sûr que ça aide toujours à être pris au sérieux dès le départ. Ça faisait une très bonne porte d'introduction. Bischoff m'avait d'ailleurs dit à Comic-Con que en rétrospective, après tout ce qu'il a vu puis avoir travaillé pour la compagnie, que le gars qui aurait dû aller signer, c'est Pat. Parce que s'il aurait pu avoir Pat pour gérer la politique de vestiaire, puis comment parler aux gars, puis expliquer aux gars comment Pat aurait pu créer des gens qui pensent puis travaillent comme lui. Il pense que ça aurait pu faire une énorme différence dans comment l'histoire de la WCW se serait écrite. Est-ce que Pat aurait eu un montant d'argent assez important pour changer de bord? Je pense pas. Mais bon, il y a peut-être un univers dans le multivers où c'est arrivé. Donc, je serais quand même curieux de voir ça. Mais c'est ça. Moi et j'en parlais même à notre petite rencontre. Pour moi, Pat a été merveilleux parce que justement, il m'a introduit à tous ces gens-là à un moment donné ou à un autre. Puis, c'est devenu clair rapidement que le respect que Pat avait envers moi, si Pat avait. Tu voyais tout de suite que si Pat donnait une tape dans le dos à quelqu'un, tout le monde acquiesçait que OK, c'est réglé comme. Tu passes le test. Tu passes le test, là, je veux dire, t'es quelqu'un de sérieux. Là. Je le voyais aussi à Vegas là, quand Pat venait boire un verre au bar avec nous lors des conventions du Cauliflower Alley. Je veux dire, il n'y a pas de mots pour exprimer la fierté puis la reconnaissance que j'ai envers ça, là, parce que, je veux dire, Pat, c'était pas n'importe qui dans le monde de la lutte. Puis au final, c'est ça, là, donc que ce soit avec Eric Bischoff ou d'autres, ça m'a permis justement de créer ces contacts-là avec ces gens-là. Fait qu'avec le professeur, on a eu l'histoire, c'est qui Eric Bischoff, et on a eu aussi le côté, parce qu'il l'a rencontré, de nous en parler. Écoute, Bertrand, merci beaucoup d'avoir acquiescé à cette demande et au plaisir de te reparler sous peu. C'est toujours un énorme plaisir. Merci, à la prochaine. Blondin, le podcast tire à sa fin. Encore c'est un podcast. Monsieur Blondin pour toi. Hey, commence pas, là. Tu m'énerves pas. Un podcast très, 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 très chargé, mais fort intéressant sur Eric Bischoff. On l'aime ou on l'aime pas, mais parle-en mal, parle-en bien, mais parlez-en. C'est la carrière d'Eric Bischoff. C'est pour ça qu'il, même aujourd'hui, est encore très populaire. Son podcast, un des podcasts les plus populaires de lutte. Oui, Marc, tu lèves la main? Ça me fait penser à ta carrière de lutteur. Tu sais, il y en a que
On l'aime ou on l'aime pas. La plupart, si on l'aime pas, ben c'est qui ça? À la fin d'une soirée là, où Handsome GF a lutté ou a performé, on se rappelle peut-être pas du nom, mais on se rappelle qu'il y avait un gars avec des culottes de léopard qu'on n'aimait pas. Et ça veut dire que je faisais ma job comme il faut. Fin de la parenthèse, Marc. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a au podcast? Pour célébrer le 3e anniversaire, je m'en suis aperçu un peu comme toi sans le savoir. Oui. J'ai un drôle de toupette, hein? Je regarde ça. Si c'était juste ça. C'est les catchphrases, les citations des lutteurs. Il y en a, tu sais. Il y en a tellement, mais ce que j'aime, c'est que Sylvain Faneuf, qui est un de mes gardiens de sécurité dans la tournée TNA à Sherbrooke en 2011, As-tu lui pris est sa allé... participation pour le concours? Seigneur, j'ai oublié de lui demander. Ben, tu devrais. Mais il l'entend, il l'entend. Ben oui, Sylvain, il est à l'écoute, on le salue. Puis, il est allé chercher des citations qu'on ne se souvient pas. Quand il nous le dit, on fait comme, ben oui. Et notre ami Lave, qui lui fait son top 10 pour finir les costumes. Non, c'est pas le costume. C'est pas un top 5, son fameux top 5 sur les costumes. Ouais, il est fini. Il est-tu fini? Non, je pense pas. C'est C'est comme l'histoire sans fin, ça. Le fameux top 5. Multiverse. Oui, c'est ça, exactement. Ça finira jamais, ce top 5. Ah, ça va être intéressant avec Lave. Sérieux, Lave, il fait, je pense que c'est un top 10 parce qu'il y en a tellement, tu peux pas oui. faire un top 5. Et on va trouver une façon, excusez, là, j'ai donné un coup sur le laptop. Oui. On va trouver une façon d'inclure les membres, soit comme on a fait un peu peut-être avec les meilleurs analystes français. Oui, on va faire un sondage anglais. sur le. Ouais. C'est le sondage ou un genre de tableau que tu peux. On est là-dessus là, avec David en espérant que tout va aller mieux pour lui côté santé. Oui. Alors, Marc, malheureusement, ce podcast est terminé. Mais de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine. Hey, je réalise, là, quand tu dis ça, là, je réalise là, qu'on en a fait 155. Incroyable! Moi, je suis là pour les 155. On salue Patrice Maltais. Oui, on le salue. C'était quoi déjà? C'est parti, mon kiki! Oui! Soyez-y, mesdames, messieurs!